Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le thème séparation parentale. Comment maintenir le bien-être des enfants malgré ce contexte déstabilisant et douloureux. Je me présente, voilà, je suis Maya Deleu, je suis coach parental et cofondatrice de SOS Parents in Distress. Ensemble avec mon conjoint Manu, nous accompagnons, des parents qui ont des difficultés liées à l'éducation de leurs enfants. Petite parenthèse avant de commencer, le français n'est pas ma langue d'origine. Je me suis installée en France il y a longtemps, mais bon, si parfois je construis mal une phrase, vous aurez compris, pourquoi. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, nous ne sommes pas juste des parents qui ont eu envie d'aider d'autres parents. Je suis enseignante, éducation, civique à la base. Manu est éducateur spécialisé, mais nous sommes surtout également assistants familiaux. Donc nous accueillons depuis 15 ans des enfants placés, 6 enfants en moyenne. Nous avons aussi 2 enfants, nous-mêmes. Et donc si on est devenu expert dans le domaine de l'enfance, c'est parce que nous vivons et travaillons quotidiennement avec ces enfants, notamment des enfants en souffrance, souvent avec des troubles de comportement. Notre vie familiale ainsi que notre vie professionnelle est donc remplie d'enfants de tout âge. Mais on a eu envie de mettre notre expérience au profit, de ne pas seulement aider les enfants, mais aussi les parents. C'est quand même vous, les parents, qui aidez vos enfants au quotidien, vous qui devez remplir cette tâche parfois bien difficile. Donc on s'est formé pour devenir coach et nous avons élaboré des programmes d'aide pour les parents en difficulté. Et donc, nous avons fondé SOS Parents in Distress. On peut aider les parents concernant différentes problématiques, mais on se concentre surtout sur les parents séparés. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un réel besoin d'accompagnement pour les parents qui se séparent, comme pour leurs enfants. La souffrance est importante ici, et l'enjeu aussi, l'avenir et le bien-être des enfants et leurs parents. On s'est plongé dans cette problématique, on s'est beaucoup documenté et quand on a interviewé des parents qui étaient en train de se séparer, on a remarqué une chose importante, probablement le problème clé dans cette situation. C'est ça, je n'ai pas la tête à ça. Lors d'une séparation, les parents sont souvent bouleversés, émotifs, ils ont plein de problèmes à régler, une tonne de choses à gérer et pense comment je peux encore, en plus et en premier, m'occuper de l'impact de la séparation sur mes enfants. Ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, pas maintenant. En plus, les parents sont seuls maintenant, il n'y a plus le couple, donc dans un couple, on partage les tâches, on partage aussi les inquiétudes et les problèmes émotionnels. À présent, le parent est seul face à de multiples problèmes et tâches supplémentaires. Alors, mettre tout cela sur un deuxième plan pour s'occuper de l'impact de la séparation sur vos enfants est extrêmement difficile, voire impossible pour beaucoup. Vous vous dites peut-être, oui, mais chercher un nouveau logement, chercher un nounou, une place à la crèche, me battre pour avoir la garde, négocier un changement d'horaire avec mon employeur, ce sont des choses que je fais pour mes enfants, tout à fait. Mais vos enfants ont besoin de vous plus que jamais, de votre écoute, de votre disponibilité émotionnelle. Ils ont besoin d'être rassurés en permanence, on en parlera tout à l'heure. Ils ont besoin de passer des bons moments aussi et de voir que leurs parents vont bien et arrivent à gérer. Comme ça, ils savent que leurs parents continueront de s'occuper d'eux, tous les deux, si possible. Alors, une séparation est la deuxième plus grande source de stress dans une vie, selon des études. Après le décès d'un enfant ou du conjoint. C'est donc énorme. Et si vous pensez et dites que vous n'avez pas la tête à ça, que ce n'est pas le moment de faire ce gros travail voilà, d'installer une coparentalité, c'est tout à fait justifié et compréhensible. Mais vous n'avez pas le choix. Les parents ont la responsabilité d'aider leurs enfants à faire face à la séparation. Personne d'autre peut le faire à votre place. C'est votre rôle de parent.
Qui est-ce qui est le plus important pour vous? Qui aimez-vous plus que tout? Je pense que ce sont vos enfants. Alors vous le faites pour eux, ils le méritent. Gardez cette idée en tête, ça aide. Et si vous n'y arrivez pas, sachez que vous pouvez trouver de l'aide, comme par exemple participer à ce webinaire ou le visionner, c'est déjà un bon début. Voilà, j'aimerais vous présenter le contenu de ce webinaire. De quoi est-ce que je vais parler? Donc, qu'est-ce qu'une séparation parentale peut provoquer chez l'enfant? Il ne s'agit pas de vous faire peur ou de faire en sorte que vous culpabilisez, pas du tout. Il s'agit de vous montrer quelques points sur lesquels on doit être vigilant. Il sera important de bien observer votre enfant pour ensuite pouvoir agir en fonction. Je vais parler de l'annonce aux enfants. Comment annoncer le fait que vous allez vous séparer. L'annonce restera gravée dans la mémoire de votre enfant, car c'est l'annonce d'un gros changement dans sa vie. Il s'est construit sur ce plan familial, c'est sa sécurité de base et c'est le plan de cette maison sécure et rassurante qui change complètement. Donc l'annonce est très important. C'est important de bien la préparer. Je vais vous donner quelques conseils de base, des choses qui sont bien à faire et des choses qu'il faut vraiment mieux éviter. On parlera de la coparentalité, comment arriver à communiquer entre parents. Vous restez parents ensemble. Le couple amoureux n'existe plus, mais le couple parental reste, en tout cas dans l'idéal. L'enfant a besoin que ses deux parents s'occupent de lui et qu'il y a donc une communication entre eux autour de lui, si c'est possible. Parfois, il y a des situations où ce n'est pas possible, ni même souhaitable. Par exemple, un parent violent ou maltraitant. Donc, je ne traite pas ce genre de situation ici maintenant. Puis, j'aimerais vous parler du coaching. Comment cela se passe au juste, hein. On peut se faire aider, plusieurs possibilités existent, des psychologues, des médiateurs, thérapeutes. En quoi notre coaching se différencie des autres aides possibles? Donc, c'est ce que j'aimerais vous expliquer. Ensuite, SOS Parents in Distress se met en lien avec des avocats spécialisés qui partagent avec nous l'importance de trouver, dans la mesure du possible, des solutions dans l'intérêt des enfants et de toute la famille. Donc, je suis ravie que Maître Gaëlle Piolo a accepté de participer à ce webinaire. Je sais qu'elle pratique les modes amiables et qu'elle essaye toujours de trouver des solutions responsables. Donc, Gaëlle, je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, Maya, alors écoutez, je vous remercie déjà de m'offrir la possibilité de participer à ce webinaire. Donc je suis Gaëlle Piolo, j'ai 45 ans, je suis avocat au barreau d'Annecy depuis 15 ans, donc en Haute-Savoie. J'ai 3 domaines d'activité, donc évidemment en premier lieu celui qui nous concerne, c'est le droit de la famille et aujourd'hui en droit de la famille, je ne fais plus que les séparations et les divorces, je ne fais plus du tout le reste. Parce qu'en réalité, c'est très large, le droit de la famille et des personnes. Et puis après, je fais du droit de la construction et du droit des affaires qui sont des domaines qui me tiennent à cœur et qui viennent se compléter d'ailleurs parce que, toute personne a finalement plein de pans dans sa vie, qui sont différents et qu'on peut être amené à traiter et qui ont des impacts aussi, sur le plan personnel. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que pour être d'accord, il faut être 2. Mais en réalité, aujourd'hui, dans la procédure qui est, la procédure par consentement mutuel, hein, de divorce, il faut être 4 puisqu'il faut aussi que chaque avocat soit dans cette dynamique-là et ça me semble primordial de le rappeler et on sait aussi tous que, avec certains confrères, c'est beaucoup plus facile de discuter, de trouver un accord, et on sait qu'on va pouvoir avancer de façon extrêmement constructive. Voilà, donc il faut évidemment que chacun dans le couple soit, dans cette dynamique-là, même si c'est pas facile. On sait très bien qu'une rupture, c'est compliqué à vivre, on l'a peut-être tous vécu finalement, mais je crois qu'il faut aussi, réussir à retrouver un petit peu de sagesse et puis à mettre de côté, la rancœur, la colère, la souffrance pour, avancer et finalement, construire une vie, beaucoup plus sereine, y compris dans l'intérêt des enfants et j'allais dire surtout dans l'intérêt des enfants. Voilà ce que Oui, je peux vous dire, Maya. oui. Bon, très bien. Donc, tout à l'heure, j'aimerais vous poser quelques questions. Avec plaisir, je vous attends, je vous écoute et je vous attends. Oui, À tout à l'heure. donc, on va parler de qu'est-ce que la séparation parentale peut provoquer chez les enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour moi et maintenant?
Selon l'âge de l'enfant, cette question signifie différentes choses. Les petits se posent des questions concernant les choses pratiques de la vie quotidienne. Qui s'occupera de moi? Qui se mettra au lit? Qui me mettra au lit? Qui me donnera à manger? Des choses toutes simples. C'est aussi des enfants qui peuvent poser des questions d'une fréquence importante, du genre tu vas où, maman? Quand est-ce que tu vas revenir? Pourquoi tu dois partir? Et ça pour chaque sortie de la maison, voire même chaque sortie de la pièce. Les petits enfants peuvent craindre que vous risquiez de les oublier s'ils ne restent pas constamment près de vous, tout simplement. Il se dit s'il y a un parent qui part, peut-être l'autre aussi, et je vais être seule. Donc, c'est pas étonnant qu'ils s'inquiètent. Lorsque les parents n'expliquent pas clairement, en détail, avec des mots très simples, ce qui va se passer pour eux, ils ont tendance à remplir ce vide par leurs propres craintes. Pour des enfants plus grands, ça va plutôt être des questions comme qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Est-ce que je vais devoir changer d'école? Là aussi, si vous n'expliquez pas rapidement et clairement ce qui ne changera pas, ce qui changera et ce qui ne changera pas aussi surtout, ils auront tendance à s'imaginer des pires scénarios. La peur de perdre l'amour de leurs parents. Est-ce que vous allez divorcer de moi aussi? Mes parents ne s'aiment plus. Qui dit qu'un jour, ils ne m'aimeront plus non plus? Voilà ce qui peut jouer dans la tête d'un enfant. On se sépare dans le couple, mais on ne se sépare pas de ses enfants. Cette évidence est très vite à transmettre aux enfants. Il y a l'amour conjugal et l'amour parental. L'un peut s'éteindre, l'autre est pour la vie, inconditionnel et indestructible. C'est bien de le rappeler très régulièrement à vos enfants. Le sentiment d'être invisible. Les enfants ont souvent le sentiment que leurs parents ne les voient plus vraiment. Vous êtes préoccupés à cause de la séparation. Les enfants le sentent bien. Pourtant, ils ont plus que jamais besoin de vous. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le problème principal. Le sentiment d'être invisible, ça a un grand impact sur l'image de soi. S'ils ne semblent pas être suffisamment importants aux yeux de leurs parents, alors ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Donc pas étonnant que parfois les enfants se comportent tellement mal pour montrer qu'ils existent ou ils se retirent complètement. Vos enfants ne se sentiront pas invisibles s'ils ont régulièrement un contact affectueux, émotionnel et physique avec leurs parents. L'impact sur leur vie n'est pas négligeable, vraiment pas. Le conflit de loyauté. Donc là, on pourrait écrire un livre. C'est selon nous le problème le plus complexe et plus difficile à gérer. C'est un phénomène que nous connaissons très bien en tant que famille d'accueil. Donc en gros, l'enfant est pris par le sentiment de devoir choisir entre ses deux parents. Et il ressent comme une obligation de prendre parti, à prendre parti. Il se sent coupable envers l'un lorsqu'il passe un bon moment avec l'autre. Pour lui, ce ne serait pas loyal. Comment cela se manifeste? Alors, ils peuvent avoir peur de raconter les bons moments passés chez leurs autres parents. Ils peuvent exagérer certains faits positifs ou négatifs, voire même inventer ou mentir. Ils expriment parfois des choses désobligeantes sur l'ex-conjoint. Ils s'imaginent que que le parent aime bien entendre du mal de l'autre. Alors, il y a presque toujours un conflit de loyauté. Même si la séparation se passe bien, il est donc important d'en parler dans tous les cas. Qu'est-ce qui provoque le conflit de loyauté? Donc, tous les changements de la séparation, tout simplement. Mais quand la communication entre les parents séparés est très difficile ou rompue, et l'enfant est embarqué dans un rôle d'espion ou de messager, cela nourrit vraiment le conflit de loyauté. Ça, c'est des choses à éviter. Les enfants qui s'inquiètent pour leurs parents. L'enfant est à l'école et se dit « Ouh, j'ai peur que papa se sentira seul dans son appartement. En plus, il ne sait pas cuisiner. » Ou il s'imagine sa maman en train de pleurer dans son lit. Souvent, les enfants ont le sentiment qu'ils doivent aider leurs parents. Mais cela leur coûte
ils ont besoin d'être enfants insouciants. Si les enfants voient que leurs parents vont bien et prennent soin d'eux, les enfants seront rassurés. C'est ce qu'il faut essayer de montrer à vos enfants, que vous gérez la situation. Tout va bien. Pour ne pas rajouter de la peine, pour protéger leurs parents, ils cachent parfois leurs sentiments d'inquiétude, de peur, de tristesse. Mais ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Ce sera tout un travail pour les parents d'aller chercher ces émotions parfois bien cachées. C'est un travail qu'on fait, entre autres, quand on fait des coachings. La colère, surtout les enfants plus grands, peuvent vraiment se mettre en colère et peuvent aussi accuser leurs parents. C'est leur faute que maintenant je dois subir tout ça. Ou ils n'ont qu'à arrêter de se disputer. Ils n'arrêtent pas de nous le dire à nous, alors pourquoi ils ne le font pas eux? Ou voilà, vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous-même. Voilà, ce sont des choses que les parents doivent parfois entendre, ça blesse, ça fait du mal. Mais les accusations et les crises de colère montrent en réalité qu'ils ont peur. Les changements leur donnent du stress. La culpabilité. Les enfants, surtout les petits, ont souvent le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal qui a provoqué la séparation. C'est parce que je me suis disputée avec mon frère et ça les énerve et maintenant, voilà, ils se séparent et c'est de ma faute. Ils entendent aussi souvent leur nom dans les disputes des parents. Alors forcément, selon eux, c'est leur faute. Expliquez à vos enfants que vous vous disputez par rapport à eux, parce qu'ils sont tellement importants pour vous, mais pas à cause d'eux. Ça leur fait du bien d'entendre qu'ils sont le sujet le plus important, non parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont tellement précieux. Les pensées magiques. Dans la grande majorité des cas, les enfants espèrent que leurs parents se réconcilient. Cet espoir peut durer des années. Parfois, les enfants essayent de faire en sorte que la famille se réunisse aussi. Il est important de faire comprendre aux enfants qu'ils n'ont pas d'influence parce que l'espoir persiste. Et lorsque un des deux parents entame une nouvelle relation amoureuse, cela peut provoquer d'énormes colères ou de tristesse. Donc voilà quelques points concernant l'impact qu'une séparation peut avoir sur vos enfants. C'est bien de le savoir. Voilà, ça vous aidera à comprendre ce qui se passe dans la tête de vos enfants et aussi au niveau de leurs émotions. L'annonce. Voici une tâche difficile, peut-être même la partie la plus difficile du processus de la séparation. Parce que l'idée de rendre vos enfants tristes vous est peut-être probablement insupportable. La manière dont on annonce la séparation aux enfants a beaucoup d'importance. L'annonce crée une base qui permettra de vivre cette situation douloureuse de manière plus positive. Lorsque l'annonce est faite avec de l'amertume et des accusations, ça crée des émotions négatives qui restent souvent là pendant des années. Ça peut vraiment endommager la relation avec vos enfants. Alors, selon nous, le message fondamental qui formera la base de toutes les discussions et questions qui suivront, ça pourrait être ça. Malgré tout ce qui change entre papa et maman, une chose ne changera jamais, c'est l'amour que nous avons tous les deux pour vous, nos enfants. On restera toujours et tous les deux vos parents et on continuera de s'occuper de vous tous les deux. On vous aime très très fort et cet amour ne s'arrêtera jamais. Donc ce message rassurera vos enfants et permettra à vos enfants de traverser cette période difficile de manière plus confiante. Essayez aussi de vous mettre le plus près possible de vos enfants, même de donner des câlins. Et même si vos enfants ne montrent pas à quel point le message d'amour éternel est important pour eux, sachez que si vous le répétez régulièrement et si vous le montrez aussi, ce sera pour votre enfant une énorme source de confiance et de consolation. Vous pouvez dire aussi, quand vous annoncez la séparation à vos enfants, que ça a été une décision difficile, que vous avez des problèmes importants que vous n'arrivez pas à résoudre, enfin des problèmes entre vous, dans le couple.
que les enfants ne sont pas responsables, qu'ils ne peuvent rien y changer, et que votre grande priorité reste de bien s'occuper de vos enfants, tous les 2. Et puis, de répéter qu'ils sont ce que vous avez de plus beau et de plus précieux. J'aimerais vous donner quelques conseils. Alors tout d'abord, nous avons un compte, Instagram et une page Facebook. Je vous conseille de vous abonner parce que j'y donne, régulièrement des conseils à travers des petits dessins comme vous en avez vu là. Voilà, ça peut toujours vous aider. Donc SOS Parents in Distress, vous trouverez. Concernant le deuil de la séparation, au moment de la séparation, vous êtes probablement dévasté par le chagrin. Enfin, en tout cas, une séparation est rarement un événement joyeux. C'est ainsi. Ne le niez pas, essayez d'accueillir ces émotions tristes pour ensuite, petit à petit, les faire partir. Retenez que le temps adoucit tout. C'est pareil pour vos enfants. L'épreuve fait grandir et ils peuvent la transformer en force. Mais oui, ne nourrissez pas non plus votre chagrin. Soyez courageux. Ce qui aide beaucoup, c'est de savoir que vous avez une énorme responsabilité envers vos enfants. Vous devez être là pour eux. Cette idée stimule et vous aide à trouver de la force. Même avec du recul, vous direz probablement que c'est grâce à vos enfants, entre autres, que vous avez réussi à remonter la pente. Si vous vous sentez triste et vous n'avez pas du tout envie de rigoler, essayez quand même de faire un jeu avec vos enfants, par exemple. Vous allez voir, vos enfants vont aimer, ils vont rigoler et ça va vous aider. Vous allez vous sentir mieux aussi. C'est difficile parfois de s'y mettre, mais voilà, après, on est content de l'avoir fait. Essayez de ne pas voir votre séparation comme un échec, mais plutôt comme une étape qui fait grandir toute la famille. Les enfants sont des éponges, ils sont souvent très sensibles aux pleurs. Pourtant, ce n'est pas grave, enfin selon nous, ce n'est vraiment pas grave qu'ils voient vos larmes, mais mettez les mots sur les mots. Expliquez à vos enfants ce qui vous rend triste, montrez que vous gardez le contrôle. Pleurer est un bon moyen d'évacuer, c'est aussi une occasion de dire à vos enfants qu'eux aussi ont le droit de pleurer. Et puis libérez-vous de l'image de la famille parfaite. La séparation, vous pouvez la voir comme une mue. On abandonne la peau trop serrée pour en construire une à sa taille qui nous convienne vraiment. Il y a d'abord cette période fragile où on se sent nu, une période extrêmement douloureuse, mais on se sent mieux après. Voilà, des petites idées qui peuvent peut-être vous aider. Concernant la relation avec vos enfants, écoutez vos enfants. On sait, vous les connaissez mieux que personne, vous les comprenez bien en général, en temps normal. Mais dans le contexte d'une séparation, pour les enfants, plus rien n'est normal. Ils vivent une toute nouvelle situation. Parfois, l'enfant doit encore apprendre à mettre les mots sur ce qu'il ressent. Parfois, les émotions ne sortent pas car ils sont figés. Parfois, ils ressentent bien ce que la séparation provoque chez eux, mais ils préfèrent ne pas le montrer pour ne pas faire du mal à leurs parents. C'est incroyable à quel point les enfants peuvent être solidaires. Donc, écoutez-les bien. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est important. Arrêtez de vous sentir coupable. Beaucoup de parents se sentent coupables. Et ils ont échoué et en tout cas, ils ont le sentiment d'avoir échoué et leurs enfants doivent subir les conséquences. Mais vous savez bien que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. C'est ainsi, inutile de se sentir coupable. Cependant, ce qui est très utile par contre, c'est de travailler sur la manière dont se passe la séparation pour les enfants. Et même si là encore on ne maîtrise pas tout, il est important d'essayer de faire en sorte que cela se passe au mieux. Ne vous laissez pas embobiner, ne tombez pas dans le piège, vos enfants vont vous tester et chercher leur profit. C'est normal. N'achetez pas plein de choses, ne dites pas oui à tout pour combler cette culpabilité qui vous ronge.
Vous ne leur rendez pas service, au contraire, ils risquent d'en souffrir. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est vraiment important pour eux maintenant. Les écouter, les rassurer, consacrer du temps pour eux, rester en forme. J'aimerais parler aussi de la coparentalité. Réussir la coparentalité, ça vous demandera certainement beaucoup d'efforts et d'énergie, surtout au début. Il faudra surmonter les rancœurs, mais ça en vaut la peine. C'est du gagnant-gagnant pour les parents comme pour les enfants. Il faudrait vraiment que cette coparentalité soit une priorité. Une règle primordiale à respecter par des parents séparés, tout le monde le sait, hein, ne pas dire du mal de son ex en présence de vos enfants. Tout le monde le sait et pourtant, c'est parfois tellement difficile. Après une rupture, vous voudriez peut-être accuser l'autre de tout ce qui ne va pas. Alors, un conseil, si vous sentez monter une envie forte de dire du mal de votre ex, pensez que c'est votre enfant que cela touche probablement le plus. Et vous ne voulez pas faire du mal à votre enfant, peut-être à votre ex-compagnon, mais pas à votre enfant. Voilà, cette idée, ça peut aider. Il y a aussi 2 personnes que vos enfants aiment, le plus au monde et une de ces 2 personnes, c'est votre ex-compagnon. Voilà, essayez de garder ça en tête. Concernant la communication avec votre ex, là, vous avez un travail à faire. Essayez de voir votre ex comme un collègue de travail. Vous travaillez sur un même projet, vos enfants. On ne choisit pas ses collègues, on fait avec. Alors là, c'est un peu pareil. Exprimez-vous d'une manière claire, non violente, non culpabilisante. Reformulez s'il faut, recadrer la situation. Vous pouvez même vous préparer en amont si vous avez un sujet difficile à régler, éventuellement même à l'écrit. Voilà, désormais, lorsque vous parlez avec votre ex-compagnon, au lieu de vous disputer et de vous emporter, organisez une réunion très formelle, un entretien avec lui, de manière donc formelle et correcte. Mieux vaut prévenir que guérir. L'idée là est de travailler les points importants en amont, les points concernant l'organisation de votre nouvelle vie et donc concernant vos enfants. Les trajets, les activités extrascolaires, les règles de vie que vous aimeriez conserver, les achats concernant les enfants, les fêtes, les voyages. Voilà. Essayez de vous mettre d'accord, de s'organiser, de répartir certaines tâches, de trouver des compromis, et tout ça avant que les problèmes s'installent ou les disputes, les conflits s'installent. C'est un travail qu'on fait quand on fait des coachings parce que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Donc, la garde des enfants, la résidence, ce qui est primordial, c'est d'élaborer un plan basé sur les besoins de vos enfants en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur développement. Puis vous pouvez tester aussi et adapter en fonction. Vous pouvez et vous devez même demander l'avis de vos enfants. C'est pas eux qui décident, mais voilà, ils peuvent s'exprimer, dire, ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas et essayer aussi de visualiser le planning. Ça donne une structure et une structure rassure. Ça peut être un semainier avec des aimants que vous collez au frigo et vous déplacez les aimants, en fonction des jours. Un agenda partagé plutôt pour les plus grands. Pour les tout petits, ça peut être, plutôt des rituels, des petits rituels, des choses que vous faites chaque soir. Chaque soir chez papa, ça se passe comme ça. Chaque soir chez maman avant de se coucher, ça se passe comme ça. Voilà, ça c'est voilà, les petits enfants, s'attachent à des petits rituels et ça les rassure. Posez-vous cette question-là. Est-ce que ce serait possible éventuellement de passer encore des moments avec les 2 parents? Souvent les enfants rêvent de pouvoir faire des activités ou de passer des moments ensemble avec les 2 parents.
surtout pendant la période de transition. On vous conseille d'y réfléchir, de fournir un réel effort. Est-ce que ce serait possible pour vous? Ça peut être des petites choses, une petite balade, un apéro ensemble, se rendre, ensemble à la fête de l'école. Voilà. Par contre, ce qui est très important, primordial, c'est que ça se passe bien, sereinement. Parce que gâcher ce moment avec une dispute entre parents, des regards qui tuent, des bouderies, ce serait néfaste pour vos enfants. Donc si vous n'en êtes pas capable, si vous n'êtes pas prêt, admettez-le. Ce serait dommage, mais il faut assumer ses limites pour éviter une catastrophe. Si vous y arrivez, par contre, vous offrirez quelque chose d'important à vos enfants, un vrai cadeau. Vous le ferez pour vos enfants, pas forcément pour votre ex-compagnon. Voilà, ça leur fait tellement du bien. Votre entourage, on parle de la coparentalité, donc les 2 parents qui continuent de s'occuper de leurs enfants, mais votre entourage aussi a une influence non négligeable sur la manière dont vos enfants vont vivre la séparation. Ce qui est important également, c'est donc d'informer vos amis, votre famille. Vous pouvez leur dire que vous fournissez un travail difficile avec votre ex, pour que la séparation se passe au mieux, pour vos enfants et donc que vous avez besoin qu'ils vous soutiennent et qu'ils respectent aussi vos règles. Je pense notamment aux grands-parents. Hem, ils souffrent aussi de cette séparation-là. Et ils ont parfois aussi envie de dire du mal de l'autre parent. Donc dites stop, expliquez pourquoi. Est-ce qu'un divorce peut être réussi? Alors, selon nous, les enfants peuvent bien supporter la séparation. L'enfant qui ne souffre pas trop de la séparation peut même voir, le côté positif de la nouveauté. Je vais avoir 2 chambres, j'aurai un frère en plus. Donc vous pouvez réussir votre séparation, voilà, si l'ambiance est sereine, s'il y a une bonne communication entre les parents, qu'ils restent parents tous les 2, si l'enfant a un lien fort, de qualité avec ses 2 parents, hem, si l'enfant sait que ses 2 parents l'aiment et l'aimeront toujours et si les parents tiennent compte de l'intérêt de leurs enfants. Mais, bien plus que ça, vous pouvez, non seulement réussir votre séparation, vous pouvez en même temps, aider vos enfants, à développer des compétences qui les permettent d'être plus solides et épanouis. Vous allez renforcer leur santé émotionnelle et sociale. Ils pourront en profiter pendant tout le reste de leur vie. Donc oui, une séparation peut même avoir un côté positif. Je vous laisse prendre connaissance des compétences. C'est un peu évident quelque part, mais voilà, ces compétences-là, voilà, la séparation peut évoquer ça, en tout cas si la séparation se passe bien. Et il est plus facile de faire en sorte d'avoir des enfants forts que de réparer des enfants brisés. Voilà pourquoi il est important de s'y mettre dès le début, de ne pas attendre. Donc le coaching parental, hein, c'est ce que nous on fait, c'est ce qu'on propose aux parents, qui se sentent en difficulté. Comment cela se passe au juste? Les enfants que je viens de vous transmettre, heu, les infos, je pense que vous les saviez déjà, enfin en tout cas une bonne partie. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Mais donc voilà, savoir comment faire, OK. Par contre, il y a encore une différence entre savoir ce qui est bien, de faire et de ne pas faire, et aussi y arriver. C'est bien plus compliqué, surtout au quotidien. Par exemple, tout le monde sait, hein, que ce n'est pas bien pour vos enfants de dire du mal de l'autre parent en présence de vos enfants et pourtant, il y a tellement de couples séparés qui le font. Ils le savent, mais ils le font quand même. Parfois, ce ne sont que des petites choses, mais qui ont des conséquences, importantes.
Donc, on propose des coachings pour qui? Ça peut être, des parents qui savent que dans la pratique, ce sera très compliqué et qui risquent de ne pas y arriver seuls, ou en tout cas pas sans aide. Ça peut être pour les parents qui pensent que c'est surtout l'autre parent qui risque de ne pas y arriver. Pour les parents qui essayent depuis un certain temps de réussir une coparentalité, mais qui remarquent que ça ne va pas ou pas bien. Et aussi pour les parents qui ne vont pas bien, qui dépriment, qui ne trouvent pas l'énergie qu'il faut pour mettre en place cette coparentalité ou qui se sentent seuls, débordés. Heu, aussi pour un seul parent, pas que les 2. Si un parent n'arrive pas à motiver l'autre parent de faire un coaching, voilà, l'accompagnement sera différent, mais on sera évidemment aussi là pour le parent qui justement a le sentiment qu'il devra tout faire tout seul. On veut être votre compagnon de route quelque part. On s'installe sur votre épaule et on vous guide. C'est beaucoup plus complet que quelques séances chez un professionnel dans son cabinet, hem, parce qu'après l'entretien dans le cabinet d'un coach, d'un thérapeute, d'un médiateur, psychologue, n'importe, la porte se ferme jusqu'au prochain rendez-vous et pas chez nous. Là, voilà, nous, on ne voit pas ça comme ça, on veut être là avec vous tous les jours s'il faut, virtuellement, vous l'aurez compris. Il y aura donc pas de rendez-vous dans un cabinet, mais chez vous, tranquillement chez vous, parce que c'est chez vous que les problèmes se présentent, que vous avez besoin de soutien. Donc, c'est là, chez vous, que nous allons travailler ensemble. Notre objectif, c'est de tout faire pour que vos enfants traversent cette période de séparation sans blessure. Et mieux encore, hein, on vous aidera à faire en sorte que vos enfants soient plus solides, plus épanouis et que le lien parent-enfant soit riche. On va travailler sur quoi? Plusieurs recherches ont montré que 3 facteurs importants réduisent les risques et peuvent être contrôlés par les parents. C'est le degré et la durée des hostilités entre les parents, la qualité des pratiques parentales et la qualité de la relation parent-enfant. Ce sont donc les 3 points principaux du coaching. Tout commence par un premier entretien état de lieu. Avant même d'avoir décidé si oui ou non vous aimeriez vous faire aider, on vous écoute. Quelle est votre situation? Puis on réfléchira de quelle manière on pourra vous aider. On s'adapte à chaque situation car elle est à chaque fois différente. On s'adapte à votre budget, à votre disponibilité, à vos besoins. La durée du coaching, l'intensité, si oui ou non on accompagne aussi les enfants, ce sont des choses que vous déciderez après cet entretien état de lieu. Concrètement, le coaching comprend 3 piliers. Soutien et écoute. Donc, on sera pendant toute la durée du coaching joignable par téléphone. Nous répondrons dans les 24 heures. Vous ne serez donc plus seul. Nous savons bien qu'il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas du tout. On sera là pour vous écouter et vous soutenir. On pourra aussi vous aider à voir les choses différemment pour mieux accepter, pour mieux comprendre et pour mieux réagir. Parce que la perception d'une situation détermine en grande partie comment on vit avec une situation difficile. Je pense par exemple à une maman qui m'appelait en pleurant parce qu'elle revenait de la fête de l'école. Elle a un petit garçon de 7 ans et elle était allée à la fête de l'école. Il y avait aussi le papa. Il y a une coparentalité. Le papa s'occupe de ce garçon certains week-ends et la maman la semaine et certains week-ends aussi. Donc, quand même beaucoup plus que le papa, parce que le papa, il était très pris par son travail. Mais à la fête de l'école, son fils ne la voyait pas. Il était collé au papa. Et donc, cette maman, ça lui a fait du mal, ça l'a blessée. Elle était persuadée que son fils aime plus son papa, plus qu'elle. Et moi, je lui ai dit que je ne vois pas du tout ça de cette manière-là. Si son fils s'accroche à son papa et ne voit pas sa maman,
c'est pas pour montrer qu'il aime plus son papa, c'est plutôt parce qu'il demande de l'amour de son papa. Et s'il ne le demande pas auprès de sa maman, c'est qu'il est tout à fait rassuré. Il sait que sa maman l'aime, il l'aimera toujours, il sait qu'elle sera toujours là pour lui, parce que c'est ce qu'il vit au quotidien. Par contre, le papa qui était plus absent, voilà, il était moins rassuré et donc il en profite. Et c'est douloureux, voilà, on n'aime pas voir ça, mais quand on le comprend, quand on comprend pourquoi, ça rassure et ça fait baisser la colère. Cette maman était en colère contre son ex-compagnon, même contre son enfant, quelque part. Voilà, donc la conversation qu'on a pu avoir avec cette maman-là, voilà, ça a fait baisser les tensions. On a pu travailler ça. On ne va pas juste vous soutenir et vous écouter. On va aussi mettre en place des actions. On va mettre en place des activités. Par exemple, au début du coaching, de chaque coaching, on demande à chaque parent de choisir les 3 craintes les plus présentes chez eux. Chaque parent prendra connaissance des craintes majeures de l'autre parent, alors des craintes liées à la séparation et des enfants. Donc, ça aidera à avoir conscience déjà du fait qu'ils ne sont pas seuls à avoir des craintes. D'ailleurs, il y a souvent des similitudes. Quand on comprend mieux, on accepte mieux et ce sera plus facile de communiquer et de travailler ensemble. Des craintes qui reviennent souvent, c'est « j'ai peur que j'ai le mauvais rôle et que mes enfants s'amuseront chez l'autre parent, que mes enfants s'amuseront chez l'autre parent plus que chez moi ». Ou je suis trop en colère, je crains de ne pas arriver à communiquer avec l'autre parent sans se disputer. Je crains que mes enfants m'en veulent, je me sens coupable. Voilà. C'est donc pas très important d'en parler, de le partager. Moi aussi, par exemple, par rapport à ce webinaire, j'ai des craintes. D'ailleurs, au début, je vous ai parlé de mon français. Voilà, je crains de faire des erreurs, c'est quelque chose qui me gêne. Voilà, je l'ai partagé avec vous parce que je sais que déjà, je me sens mieux après, je me libère quelque part de cette gêne-là. Et je sais aussi que vous allez mieux comprendre, vous allez être plus compréhensif, vous allez moins critiquer. Par exemple aussi, j'ai la crainte que je vais avoir des problèmes techniques. Je me suis préparée. Voilà, je connais le logiciel, je me suis entraînée, mais voilà, ça arrive que voilà, il y a des erreurs, il y a des coupures où j'appuie sur un mauvais bouton. Voilà, maintenant je vous l'ai dit, si tout à l'heure je fais une erreur, vous n'allez pas dire ouh là là, elle aurait dû mieux se préparer, elle fait un webinaire et voilà, elle ne sait pas gérer ça. Non, vous allez plutôt dire bon, elle s'était entraînée et pourtant voilà, voilà ce qui lui arrive et elle en avait peur. Voilà, vous allez moins me critiquer. Donc c'est un travail qu'on fait avec les parents. C'est vraiment très important et très bénéfique. Un autre exercice, une autre activité. Nous allons préparer ensemble comment vous allez organiser les conversations avec vos enfants. Je vous donnerai des outils, des méthodes. Il y a des livres, des marionnettes. On peut utiliser les Playmobil. Il y a des films, des jeux. Et donc, quand vous allez le faire avec votre enfant, on va évaluer aussi ensemble comment votre enfant a réagi. Qu'est-ce qu'il a exprimé? Puis on va réfléchir comment vous pouvez réagir la prochaine fois, comment vous pouvez répondre. On demande aussi, par exemple, autre activité, d'exposer au moins une tâche liée aux enfants que l'autre parent aura du mal à remplir seul, parce qu'il y a souvent des craintes par rapport à ça. Puis l'inverse aussi, une tâche qu'il pense lui-même avoir du mal à accomplir seul. On va échanger les fiches, on va en discuter. Par exemple, un papa qui pense que la maman ne surveillera pas bien les devoirs parce que c'est lui qui le faisait toujours. Ou la maman craint que le papa habillera leur fille de 3 ans n'importe comment, t-shirt à l'envers, des couleurs pas accordées. Voilà, pour les mamans, parfois c'est important, les papas, parfois, ne sont pas très doués à ça. Je connais très bien ça. Si mon mari peut mettre un t-shirt à l'envers, c'est à l'envers.
Voilà, mais donc c'est des petites choses, mais c'est des vraies craintes. Puis aussi par rapport à soi-même, la maman, par exemple, qui craint que son fils ne jouera plus au foot dehors parce qu'il le faisait toujours avec son papa et elle n'est vraiment pas douée à ça, elle n'aime pas le faire, donc voilà, il se pose des questions là-dessus. Ou le papa craint qu'il n'arrivera pas à préparer les enfants le matin avant d'aller à l'école, qu'il n'aura pas assez de temps de tout préparer. Est-ce qu'ils auront bien pris le petit déjeuner? Est-ce qu'il ne va pas oublier le goûter dans les cartables? Voilà, c'est toute une organisation quand on n'a pas l'habitude. Donc, on va travailler ça et on va chercher, on va réfléchir comment les parents peuvent s'entraider, comment chaque parent peut conseiller l'autre parent, en fait, pour qu'il y arrive. Voilà, quelques exemples de ce qu'on fait, des actions qu'on met en place. Ensuite, troisième pilier, médiation et évaluation. Vous l'avez compris, on vous accompagnera avant, pendant, après chaque action. Ce seront donc les visios qu'on organisera avec les deux parents. Pas toujours avec les deux parents, mais souvent. On discutera ensemble de comment vous pouvez faire et comment ça s'est passé après, comment adapter. Et lorsqu'il y a conflit, on cherchera avec vous la solution, toujours la solution qui répond le mieux aux besoins et intérêts de vos enfants. Donc là, on fait une médiation. À la fin du coaching, parce qu'on se fixe une durée aussi, hein, donc à la fin du coaching, on fait un bilan et encore un mois après, on se recontacte pour voir comment ça va, s'il y a encore des difficultés. Voilà, parce que c'est ce que les compagnons de route font. Voilà, on reste en lien. Voilà, là, je vous ai expliqué un peu comment le coaching fonctionne. Voilà, je vous ai donné des conseils, des choses que j'avais envie de vous dire, des choses que j'ai envie de dire à tous les parents qui se séparent dans l'intérêt des enfants. Maître Piello, est-ce que là, je pourrais vous poser quelques questions? Oui, bien sûr, avec plaisir, Maya. Voilà, je vous demande de mettre votre caméra. Je pense que votre caméra Elle n'est est pas… mise. Oui? Elle est mise, oui. Oui, oui. D'accord, OK. Alors, vous m'aviez dit que vous aimeriez parler de l'audition de l'enfant. C'est un sujet important. Je le partage avec vous et c'est un peu complexe quand même. C'est aussi quelque chose qui fait souvent un peu peur aux parents. Mm. Les enfants ont maintenant le droit de s'exprimer, de donner leur avis concernant la résidence, par exemple. Quand est-ce qu'un enfant peut être entendu? Alors, déjà, je vous remercie parce qu'on mesure à quel point l'audition de l'enfant est un enjeu pour lui-même quand on entend tout ce que vous avez dit et qui synthétise toute l'anxiété et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Alors, quand l'enfant peut être entendu? D'abord, les parents doivent l'informer et nous, en tant qu'avocats, on le dit aux parents, doivent l'informer de son droit à être entendu par le juge aux affaires familiales. Donc c'est un droit pour l'enfant et il faut aussi justifier au juge qu'on a bien rempli ce rôle-là, hein. C'est ce que je voulais vous dire avant tout. Donc l'audition de l'enfant, Mhm. elle s'inscrit dans une procédure devant le juge aux affaires familiales. Quand il peut être entendu? Eh bien, déjà, premièrement, quand l'un des parents le souhaite, parfois les 2, mais souvent c'est un seul, parce que l'enfant a pu tenir des propos, alors je vais le mettre un petit peu à part, mais inquiétants et qu'on souhaite les porter à la connaissance du juge, ou quand c'est vraiment une question de choix sur la résidence, c'est ce que vous avez évoqué il y a quelques secondes, eh bien, le parent, évidemment, qui souhaite que ça soit su par le juge, veut que l'enfant soit entendu. Donc c'est une procédure. Dans la procédure, on formule cette demande, évidemment, nous, en tant qu'avocats. Et puis l'enfant peut être entendu quand il le demande lui-même. Hein, donc je vous expliquerai après comment ça se passe. Mais de ce fait, bah, il peut écrire au juge pour dire qu'il veut être entendu, il sait qu'il y a une procédure et qu'il veut dire ce qu'il souhaite lui, même si ça n'est jamais l'enfant qui décide, évidemment, c'est le juge qui va prendre la décision au final. Et ça, c'est très important de le dire aux enfants, parce qu'il Mhm. faut pas qu'ils sentent ce poids-là sur eux. Alors j'anticipe peut-être sur vos questions d'ailleurs. Euh, mais voilà quand il peut être entendu et comment ça peut se passer. Oui, donc oui, effectivement, hein, cette audition,
il y a des difficultés quand même. Voilà, c'est pas si simple que ça, hein, enfin, le poids. Enfin, moi, je me mets à la place des enfants. D'ailleurs, j'ai déjà eu des enfants qui m'ont exprimé ça, hein. Ils me disent: «Oui, comment je peux, choisir entre mon papa et ma maman?» Enfin, c'est juste pas possible. Mmh Pour mh. eux, ils ne doivent pas le voir comme ça. En tout cas, il faut surtout pas le représenter comme ça, c'est Mmh sûr. mh. Du coup, c'est vraiment à manier avec prudence, hein, l'audition de l'enfant. Ça a tendance à se généraliser et puis quand c'est dans l'intérêt du parent qui veut la résidence, je dis qui veut la résidence, mais qui veut vivre en fait avec son enfant en permanence, hein, parce que c'est ça l'enjeu. Je pense qu'il faut vraiment être très, très prudent sur l'audition des enfants. Voilà, pas Mmh. forcément généraliser, parce que ça fait peser sur eux beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on avait aussi discuté parce qu'on a échangé avant, évidemment sur Mmh mh. tout ça. On avait parlé aussi de la question de l'âge de l'enfant. Oui, Je pense que ça faisait partie de ce que vous vouliez aussi qu'on aborde et moi oui. également. Il y a une notion en droit qui est celle du discernement, c'est-à-dire qu'on va pas entendre un enfant il a pas de discernement, sauf que c'est une notion qui est très fluctuante. Il y a pas d'âge prévu légalement. Il y a des différences selon les juridictions. Par exemple, pendant un temps à Chambéry, les enfants étaient pas entendus avant 10 ans. Là, à Annecy, on a une magistrate qui les entend même, par exemple, à 7 ans et puis qui évalue leur degré de maturité en plus du discernement, vous voyez? Pour, se rendre compte de ce qu'ils sont capables de dire et puis, comment on peut le prendre en compte. Mmh Mmh. mh. Mais il faut évidemment faire attention à toute la pression qu'ils peuvent ressentir et que les parents peuvent, malgré eux, hein, c'est volontaire ou involontaire, faire peser, ou exercer sur les enfants. Ça, ils sentent très, très bien, hein, tout de Mmh. suite. Donc ils vont, Mmh. peut-être dire ce qu'on attend d'eux ou, comme vous le disiez, essayer de prendre parti. Il y a ce fameux conflit d'intérêts qui est terrible, hein, pour eux. Donc je pense que les parents qui souhaitent à un moment demander l'audition, d'abord, ils peuvent aussi, ne pas le souhaiter et le dire clairement, «J'entends, je vais l'informer, mon enfant, mais je veux pas lui imposer ça». Mmh mh. Et puis, pour ceux qui veulent, quand même poursuivre cette démarche, bah, bien mesurer, vraiment l'impact de ce qui est fait, quoi, hein. Ouais. Parce que pour un enfant, c'est aussi stressant que pour un adulte, hein, d'aller, évidemment, comme ça à une audition, hein. Ça se Alors manie avec précaution. vous pouvez expliquer un peu comment cette audition se déroule? Comment ça se Oui. passe? Oui, alors ça se passe de la façon suivante. Déjà, si c'est le parent qui demande au juge, là, ce sont les avocats qui formulent cette demande ou le parent quand, l'avocat n'est pas obligatoire, hein. Ça peut être l'enfant en écrivant au juge une lettre toute simple avec ses mots à lui et au bâtonnier aussi parce que l'enfant a le droit d'être assisté par un avocat, Mmh qui mh. est un avocat désigné par le bâtonnier, qui est complètement neutre. D'ailleurs, son coût sera pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, puisqu'on veut surtout pas qu'il y ait un parent qui ait un lien d'argent Mmh. avec cet avocat-là. Alors, ça se passe de la façon suivante: on fait la demande au juge, où on explique au juge que l'enfant a écrit pour être entendu et l'avocat qui est désigné quand il y en a un, ou la personne qui va entendre l'enfant, et je vais vous expliquer pourquoi je dis la personne, va écrire. Donc s'il y a un avocat, il va écrire aux parents en disant: «Bah, je fixe un rendez-vous, appelez-moi et puis il faut que je voie votre enfant». Donc c'est le parent qui va l'amener chez l'avocat, hein, son enfant, mais l'avocat recevra l'enfant seul et il ne discutera pas du tout, du litige entre les parents avec le parent qui a accompagné l'enfant. Absolument pas, hein, on n'a pas le droit de le faire, Oui. d'accord? Et ensuite, cet avocat, qui est donc complètement neutre et dédié à l'enfant, va l'accompagner à l'audition. L'audition, elle peut se passer de plein de façons différentes selon où on est en France. On avait à Bonneville un juge qui entendait les enfants elle-même. Alors, là aussi, ça peut être juste avant l'audience, ce que je trouve très, très stressant pour les enfants. C'est une ambiance qui est lourde et puis il sait que tout ce qu'il va dire va être utilisé. Puis il y a ses parents qui sont là avec les avocats. Je pense que c'est pas la meilleure solution et c'est pas la plus pratiquée d'ailleurs. Ça peut être aussi le juge qui entend le mercredi une fois dans le mois et qui note lui-même ce que l'enfant lui dit. Ça pose un problème, c'est que du coup, nous et les parents, on n'a pas connaissance de ce que l'enfant a dit avant l'audience qui va avoir lieu. Oui. Mmh. Et puis ça se passe aussi d'une façon, assez fréquente devant un enquêteur qui est désigné par le tribunal, par le juge aux affaires familiales.
Donc, il y a des associations, hein, qui sont en charge de médiation pour les parents, et cetera. Et dans ces cas-là, le juge désigne une personne qui sera du coup «l'enquêteur» entre guillemets et qui va recevoir l'enfant, soit dans les locaux de l'association, soit au tribunal dans une petite salle. Et là, c'est la même chose, hein, l'enfant, peut être accompagné de son avocat et moi je le recommande parce que c'est un moment qui est, quand même très stressant pour les enfants. Ils peuvent, perdre aussi leurs moyens, hein, comme les adultes. Et ils peuvent aussi à un moment peut-être, j'allais dire, bah, se couper de ce qu'ils voulaient dire parce que finalement ils ont peur de blesser l'autre parent et du coup l'avocat peut être là aussi pour le soutenir. Il est forcément là pour le soutenir puis il dira: «Oui, mais aussi tu m'avais parlé de ça, qu'est-ce qu'il en est?» et cetera. Oui, voilà, il va compléter un peu ce qu'il n'ose pas dire le moment même. Oui, tout à fait. Ouais. Alors Ouais. évidemment, le rôle de l'avocat d'enfant, mais c'est un autre débat, je veux pas du tout, aller sur ce terrain-là parce qu'on pourrait en parler très longtemps aussi. Mais c'est un rôle qui est, très très subtil et d'ailleurs on n'est pas toujours tous d'accord sur ce qu'on doit faire, hein, dans ce rôle-là. Et quand l'enfant a été entendu par cet enquêteur, l'enquêteur rédige un rapport d'audition de l'enfant qui est transmis au juge et le juge, le greffe, son bureau si vous voulez, le transmet aux avocats ou aux parents. Quand il y a des avocats, c'est aux avocats. Et nous, on le lit avec, le père ou la mère évidemment, selon pour qui on intervient. Et après, on arrive en audience en ayant pris connaissance de cette audition. Donc on adapte aussi parfois nos demandes, bien entendu. Mmh mh. Mmh. Selon l'âge, hein, il est clair qu'un enfant de 14 ans, quand il dit qu'il ne veut pas aller, chez son père ou pas aller chez sa mère à titre permanent et qu'il explique pourquoi, sauf si le juge sent que l'enfant est vraiment, très téléguidé, vous voyez? Et qui subit, une influence très forte, bah, en général, quand même, il va aussi écouter ce que l'enfant dit. Mais en tout état de cause, c'est toujours le juge qui décide. Voilà, ça, il faut que l'enfant le sache, hein. Donc Ouais, si le ouais, juge estime que c'est pas dans son intérêt, il ne fera pas comme l'enfant a demandé. Et je pense oui, qu'il faut voilà. les décharger de ça, les enfants, pour qu'ils le comprennent bien. Oui, pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils, voilà, enfin, sinon le poids sur leurs épaules, voilà, enfin, Mmh, même c'est très si, lourd. voilà, parce que c'est bien qu'ils ont le droit de s'exprimer, mais voilà, ça demande du courage. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que quand c'est un parent qui le demande, il faut vraiment qu'il réfléchisse bien à ce qu'il fait parce Mmh, que, ça entraîne l'enfant dans un mécanisme, qui est pas facile quand même, hein. mmh. Mmh mh. Mmh. Donc il faut avoir tout ça vraiment bien en tête, je pense et mesurer tout ce que ça implique. Hem, alors il y avait là, je vous ai expliqué comment se déroule, l'audition et je pense que c'est assez précis. Il y a une dernière chose aussi dont on peut parler, c'est est-ce qu'on fait entendre tous les enfants de la fratrie ou pas? Oui, voilà, c'est ce que j'avais prévu de vous demander, ouais. Il y a pas Préciser un mariage. toujours toute la fratrie, hein? Beh, c'est ça, c'est pas une obligation, en fait. D'abord, il y a toujours cette question d'âge, il est sûr qu'on ne fait pas entendre des enfants de 4-5 ans, hein, ça c'est bon, ça semble compliqué. Après, ils sont pas doués de discernement à cet âge-là, Mmh mais mh. ils sont plus vieux et quand ils ont tous ce discernement, heu, c'est pas obligatoire non plus, hein, certains peuvent dire: «Non, moi je ne veux pas être entendu». Je pense qu'il faut le respecter dans ces cas-là. Là, j'ai aussi le cas d'une maman qui s'éloigne beaucoup au niveau géographique, donc le père lui en veut énormément. Elle, elle souhaite enfin, elle en a parlé aux parents, aux enfants, pardon. Elle leur a dit: «Voilà, moi je souhaite vivre à tel endroit». Elle se rapproche de ses propres parents et de sa famille. «Si vous ne voulez pas venir, je comprendrai. Je serai évidemment, ça sera difficile, mais par contre, je souhaite le respecter. Si vous me dites que vous préférez rester avec votre papa, que vous préférez la région, que vous avez vos amis, le collège et cetera, je le respecterai». Ce qui est quand même pas évident, hein. Mmh. Ouais. Le premier qui a 15 ans, a dit, «Moi, je veux bien». Elle leur a expliqué qu'il pouvait être entendu. Il a dit: «Moi, je veux bien être entendu. Par contre, je ne déciderai pas. C'est le juge qui décidera. Donc si je suis entendu, je dirai ça». Ouais. Je trouve, fabuleux, hein, à 14-15 ans d'avoir cette maturité. Mmh mh. Et la deuxième qui a 11 ans, a dit: «Moi, c'est sans hésitation, je te suis, je suis maman». Alors, la maman en a parlé au père qui vraiment est en colère, lui en veut, bref, je vous passe tous les détails, qui refuse qu'elle parte avec les enfants. Par contre, ils sont d'accord sur une chose, ils ne séparent pas la fratrie. Ouais. Voilà. Donc, dans ce cas-là, bah, on va demander l'audition des 2 enfants.
Mais c'est pas obligatoire. On pourrait très bien se dire, on fait peut-être pas entendre l'aîné. Là, il a dit: «Je veux bien être entendu», donc on respecte son choix, mais sinon c'est pas obligatoire du tout. Oui, C'est c'est important de le complexe, hein, savoir. pas facile. Ouais. Non, c'est pas évident, hein. Mmh. C'est pas évident. C'est pour ça que j'étais contente que vous me disiez qu'on pouvait aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet évidemment sur le plan procédural qui est, pas forcément d'une grande complexité, hein, dans les séparations ou les divorces, encore que, mais humainement, c'est primordial, quoi, Ouais, et ouais, il faut en parler. ouais. Alors, voilà, justement, voilà, si je vous ai contacté, c'est parce que je sais que, comme nous, vous défendez les intérêts des enfants dans le cadre des séparations et que donc vous pratiquez les modes amiables dans la mesure du possible. Hem, Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant qu'avocate pour aider les parents à faire en sorte que la séparation se passe au mieux pour les enfants et donc pour toute la famille? Ouais. C'est logique quelque part, donc je vois bien que, vous les accompagnez bien au-delà de Mmh. bien au-delà juste le plan juridique, mais il y a quand même une limite, hein. Oui, Si, même si vous faites déjà plus que juste, hein, aider vos enfants sur le plan juridique, c'est pas toujours suffisant. Parfois, non. vous conseillez vos clients d'aller chercher d'autres aides, complémentaires. Oui, alors déjà, c'est une volonté. Moi, c'est mon tempérament. Je considère qu'on a tous une responsabilité et que les divorces ou les séparations, qui tournent à la guerre des roses, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, ça n'a pas de sens. Voilà. Mmh. Donc, je trouve que c'est préjudiciable pour tout le monde et encore plus pour les enfants qui subissent. Donc déjà, il y a une volonté, ce qui n'empêche pas d'être très rigoureux, notamment dans les divorces quand il y a tous les enjeux liés au patrimoine, de défendre au mieux, évidemment, la personne avec laquelle on travaille, donc notre client. Mais vous l'avez dit, on a nos limites, c'est-à-dire que nous, au quotidien, on ne peut pas être là. Donc on peut faire de l'amiable, c'est-à-dire rencontrer l'autre avocat, faire une réunion à 4, poser les choses. Ça peut donner des réunions longues et très, très tendues où les gens ont besoin de lâcher. Mais on ne peut pas être là au jour le jour et souvent les gens attendent ça de nous beaucoup. Mmh mh. En gros, d'être à la fois leur avocat, heu, d'avoir une dimension vraiment en psychologie et puis de les accompagner au quotidien dès qu'il y a une décision à prendre ou une réponse de l'autre parent, qui va pas et qui pose problème. Nous, d'abord, on n'est pas quand même formés pour tout ça, même si on a des sensibilités et on n'a pas la disponibilité quotidienne et c'est vrai que parfois c'est compliqué à comprendre pour nos clients, mais on ne peut pas faire tout ça, même si on donne déjà beaucoup. Alors, c'est aussi pour ça et on en a parlé, que je trouve vraiment l'accompagnement que vous proposez très intéressant et j'espère que beaucoup de parents s'en empareront parce que c'est ça qui va les accompagner au quotidien. Quand il y a eu un conflit, quand il y a un refus de l'autre parent sur telle décision, c'est vraiment du quotidien. On l'inscrit à quelle activité extrascolaire? «Non, je veux pas. Non, je veux pas te rembourser ça, non». Vous voyez, c'est tout ce que Oui. vous connaissez, aussi bien que moi et même mieux, Maya. Et là, vous pouvez être là dans cet accompagnement, ce qui, moi, me semble indispensable, vraiment. Et quand je vous entendais, faire votre présentation, même si nous, on a déjà, échangé évidemment, avant, je me disais: «Mais pourvu que ça rentre dans les mœurs vraiment», parce que, là, il y a un outil qui est intéressant pour les gens au quotidien, quoi. Et qui c'est vrai quand vous disiez, on fait un bilan et puis, on fait des préconisations, mais il y a aussi la mise en œuvre, les actions et là, vous les aidez et ce que nous, honnêtement, on ne peut pas faire, quoi, même si on voulait. Ouais. Donc Oui, tout à fait, ouais, c'est ce qu'on pense et voilà, on le sait, c'est pour ça qu'on se met en lien avec des avocats. Parce que déjà, vous êtes, la personne de confiance pour les parents. Vous êtes vraiment là, hein, en première ligne. Ils ont besoin de votre accompagnement. D'ailleurs, le choix de l'avocat, voilà, on en parle un peu aussi quand même, hein, c'est important. Pas tous les avocats accompagnent, leurs clients, avec une vision plus large, enfin avec, voilà, qui pense à l'intérêt de toute la famille, qui cherche vraiment, des solutions responsables. Il y a des avocats qui défendent leurs clients et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs clients, arrivent à avoir ce qu'ils voudraient.
Mais Oui, nous, on pense quand même, voilà, on dit aux parents, réfléchissez bien lorsque vous choisissez un avocat. Voilà, il y en a de toutes sortes. Voilà. oui, bah, c'est comme dans tous les métiers, on est des hommes et des femmes avec nos caractères, nos convictions aussi. Et du coup, voilà, on situe pas, on n'est pas toujours d'accord entre nous, hein. Il y a des grands débats sur des sujets clés dans une séparation, et après, on a nos propres convictions aussi. Donc, c'est sûr que, alors moi, je les mets en retrait parce que je respecte ce que veulent les parents. En revanche, oui, pacifier surtout, parce qu'on se rend compte à quel point finalement, quand chacun arrive à mettre de côté ses rancœurs et sa souffrance, il faut que ça passe, mais il faut réussir à le mettre de côté vite pour que les enfants, eux, et quand vous expliquiez toute l'anxiété et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, bah, j'espère que ça va motiver les parents à prendre conscience. Et je sais qu'ils prennent conscience, mais c'est pas toujours facile d'aller au-delà, quoi, de passer au-delà. Ouais, ouais. Et c'est primordial. Et j'ai bien aimé la comparaison avec les collègues, le collègue de travail que vous avez faite. C'est vrai qu'il faut Ouais. réussir à, ouais, Mmh. à voir l'autre autrement, et pour avoir finalement des discussions complètement centrées sur l'enfant, quoi. Voilà, essayer de mettre ses émotions un peu de côté, rester, ouais, Oui. formel. Et la différence aussi, ce que j'ai pu constater dans la pratique, si j'ai encore un tout petit instant, Maya, Oui, oui, oui. Non, non, bien sûr. que là, il y avait de plus en plus de parents font appel à des psychologues, ce que je trouve très bien. Quand ça va pas, il faut aller vers les personnes compétentes. Voilà, et je trouve ça fabuleux d'être capable de cette remise en question aussi, parce qu'en France, c'est quand même pas encore, ça entre dans les mœurs, mais c'est pas encore non plus forcément très bien vu par tout le monde. Mmh. En revanche, eh ben, c'est pareil, le psychologue, c'est pas l'interlocuteur au quotidien. Et donc, c'est l'accompagnement que vous proposez avec les formules que vous avez qui va pouvoir permettre cette présence vraiment au jour le jour, quoi. Mmh. Je le dis parce que j'ai plusieurs parents qui m'ont dit: «Bah oui, j'ai consulté une psychologue pour moi, mais aussi pour un avis sur, le rythme, par exemple, de résidence pour des enfants très jeunes». Mmh. Mais il n'empêche qu'au quotidien, ils peuvent pas être conseillés non plus par ce professionnel. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment une démarche plus qu'intéressante que vous proposez. Voilà. Oui, voilà, c'est autre chose, voilà, et ça conviendra pas à tout le monde. Ce sera pas la meilleure solution pour dans tous les cas, mais on pense que, voilà, dans beaucoup de cas, voilà, ça peut vraiment aider. On en est convaincus d'ailleurs, voilà, voilà, il y a des expériences, hein, c'est pas, on vient pas de l'inventer, mais voilà. Et puis voilà, on est complémentaires. C'est pour ça aussi que je trouve que c'est très intéressant le travail qu'on fait avec les avocats, nos avocats partenaires. Voilà, chacun à sa manière, dans son domaine, peut apporter une aide qui est nécessaire, qui est dans, voilà. Parce que ça, on le dit aussi, hein, les parents qui se séparent, c'est quand même rare que ça se passe, que ça se passe sereinement. Et c'est quand même très souvent que les parents ont besoin d'aide. C'est Mmh. c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux. Voilà, c'est normal quelque part, et parce qu'on le dit parce que beaucoup de parents ont du mal quand même à admettre qu'ils n'y arrivent pas. Mmh. C'est pas facile d'oser de demander de l'aide et d'admettre que, voilà, ils n'y arrivent pas, alors que c'est tout à fait normal. Voilà, Bah, c'est, c'est voilà, humain, en fait. l'objectif de ce webinaire aussi. Donc, oui, oui, oui. Mais du coup, voilà, je trouve ça intéressant aussi, bah, de se rassembler, de se mettre en contact quand on a le même état d'esprit. Ce qui, encore une fois, dans notre rôle, ne veut pas dire qu'on dit oui à tout ou qu'on ne défend pas correctement nos clients, hein, bien au contraire. Mais par contre, Mmh. en ce qui concerne la vie de la famille, je pense que c'est important d'œuvrer dans ce sens-là, quoi. Ouais, Mmh. ouais. Voilà, on se rejoint, on est tout à fait d'accord. Voilà. Bon, ben, j'ai posé les questions que j'avais envie de vous poser. Je pense que, voilà, votre intervention était très intéressante pour les parents qui vont visionner ce webinaire. Euh, donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de participer. Euh,
Alors, je m'adresse à vous, parents, de nouveau. Donc, je vous invite à consulter notre site internet, sosparentsinddistress.com. Il y a aussi une liste d'avocats partenaires. Voilà, si vous cherchez encore un avocat, comme Gaël Piolo. N'hésitez pas de nous contacter. Il y a un formulaire de contact sur notre site. Vous pourrez aussi prendre un rendez-vous directement sur le site pour faire ce premier entretien état des lieux qui est donc gratuit et ne vous engage à rien. N'ayez pas peur. Voilà. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et du bonheur, surtout avec vos enfants. Et donc, Gaëlle, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, Maya. Et puis, j'ai envie de dire aux parents, restez confiants parce que les situations ne restent pas figées. Et voilà, il y a les périodes de crise et puis il y a 1 an ou 2, les choses rentrent dans l'ordre. Mais n'hésitez pas à faire cette démarche, ça peut être que du bon, je pense. Merci encore, Voilà. Maya. Oui, merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.